Bonjour et bienvenue encore une fois à toutes et à tous pour ce cinquième et dernier webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives et qui aura rythmé notre mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, tous les mardis de 11h30 à 13h. Cinquième rendez-vous aujourd'hui sur le thème de l'énergie. Vous êtes plus de 350 inscrits, inscrites. Élus, agents de collectivité, syndicats mixtes d'énergie, maîtres d'œuvre, concepteurs. On se réjouit de cette mobilisation qui aura été très forte tout au long de ce cycle de webinaires. Et j'en profite pour vous rappeler que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté à partir de la fin d'année. Stéphane Prédebon, je te laisse la parole pour dire quelques mots sur la démarche de la Mhm. région. Bonjour, donc Stéphane Prédebon, chef de projet éco-conditionnalité. Donc aujourd'hui, pour privilégier les projets vertueux, la région a fait évoluer ses conditions d'aide et a mis en place une éco-conditionnalité. Pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, elle vous propose un accompagnement en ingénierie, mais aussi des cycles de webinaires. Le premier donc, de ceux-ci vous permettra d'aborder des liens entre le changement climatique, la transition écologique et l'éco-conditionnalité, afin qu'on puisse examiner ensemble les enjeux et les solutions. Aujourd'hui, on abordera plus spécifiquement le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Donc, ce cycle de webinaire a pour vocation l'acculturation et la montée en compétences des porteurs de projets en région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce dispositif d'éco-conditionnalité autour du référentiel mis en place avec la direction transition énergétique, avec cette critérialisation des aides régionales aux bâtiments et équipements. Et donc, ces critères sont appliqués aux thématiques qui sont les 5 sujets des webinaires, aux biodiversité, déchets, sobriété foncière et énergie. Donc là, on Alors, voit le socle de notre éco-conditionnalité. Donc au niveau de la performance énergétique du bâtiment, c'est depuis 2018 que la région a mis en place une conditionnalité. Aujourd'hui, quels sont les changements? Eh bien, le changement majeur va être un seuil pour l'étanchéité à l'air dans tout ce qui concerne les bâtiments tertiaires. Et puis la mise en œuvre de protection solaire extérieure. Ça, c'est les ajouts par rapport au socle qu'on a depuis 2018. Il faut savoir que chaque thématique est soutenue par un objectif et une grande trajectoire. Ici, nos trajectoires et nos objectifs, ça va être quoi? Ça va être de jouer sur les leviers énergétiques, mais aussi sur les leviers carbone, que ça soit tant en rénovation qu'en construction. très bien. Merci Stéphane. Et pour nous présenter en 2 mots, donc Hélène Lunemann et Céline Ross, cofondatrices d'Ascope Les Deux Rives. Nous avons le plaisir d'animer ces webinaires pour la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'actrice de la transition écologique qui accompagnons les professionnels du cadre bâti vers la transformation des pratiques à l'aune des enjeux de l'urgence climatique. Nous œuvrons sur les sujets d'écologie du bâtiment au niveau national et notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, en faisant monter en compétences et en mettant en réseau ces acteurs, professionnels et décideurs. Une expertise que nous déployons au travers plusieurs métiers, dont la formation, l'animation du territoire, la création de ressources et le conseil au service du bâti alternatif. Et ce, en déployant une démarche, la démarche développement durable et qualité environnementale, DDQE. Qui fête ses 20 ans cette année. Et on se retrouve aujourd'hui sur le sujet de l'énergie, qui fait écho à l'ensemble de ce parcours de webinaire. Un sujet fil rouge quand on considère une approche systémique de la transition écologique. Le secteur du bâtiment représente aujourd'hui 44% de l'énergie consommée en France et émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2. C'est l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Pour y répondre en termes d'outils, d'un côté du spectre, une approche réglementaire qui pousse vers une stratégie bas carbone avec la RE 2020, qui fait passer du BBC au bâtiment positif en neuf. De l'autre, des méthodologies et des labels comme Negawatt et Passive House qui invitent à des visions globales portées par des stratégies de conception qui amènent à repenser le projet. Des potentiels d'approche qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans une optique de sobriété et de pérennité de la performance au travers notamment de retours d'expérience éprouvés. Et pour parler de ces enjeux et surtout des solutions à déployer pour engager cette transition, nous recevons aujourd'hui Vincent Pierret. Donc, bonjour Vincent, tu es ingénieur Bonjour. théoricien spécialisé basse énergie et éco-construction. Tu gères le bureau d'études Terre Énergie et vous êtes basé dans les Vosges, près de Saint-Dié. Oui. Ouais, le bureau d'études Terre Énergie,
référence nationale sur la conception passive et la construction en biosourcé en tant que maître d'œuvre de logement, que ce soit en maison individuelle, logements sociaux collectifs, autopromotion, immeubles grande hauteur, et de bâtiments ERP, collèges, groupes scolaires, crèches, paroisses, chais, brasseries. Enfin, voilà, on aura quelques illustrations tout à l'heure. Mm. Donc, ton propos avec nous ce matin sur transition énergétique par la méthodologie Négawatt, le passif biosourcé en neuf et en rénovation, ou encore comment faire le pas du BBC vers le passif. Partant du constat que la transition écologique ne peut avoir lieu que dans un contexte de transformation de nos sociétés, tu axes ta réflexion autour du triptyque Négawatt qui encourage notamment à reconsidérer nos consommations et les usages. D'un point de vue de la ressource, la démarche de Terre Énergie repose sur l'emploi des biosourcés comme alternative aux matériaux conventionnels. Rappelons par exemple que le secteur de la construction représente aujourd'hui le second marché des plastiques avec environ 21% de la demande. L'actualité récente avec les tentatives infructueuses d'aboutir la semaine passée à Pusan en Corée du Sud à un traité contraignant contre la pollution plastique qui empoisonne la santé humaine et les écosystèmes témoigne du point de bascule sociétal et économique où nous nous trouvons sur ces sujets. La prise de conscience est là, mais par exemple, les 170 pays réunis n'ont pas réussi à trouver un accord à minima. Et pourtant, le plastique est une arme de destruction massive. Ici, on ne négocie pas n'importe quel traité, mais le traité le plus important pour la survie de l'humanité depuis l'accord de Paris. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le négociateur du Panama au nom du groupe des désormais 100 pays qui poussent pour un traité ambitieux. Ce webinaire sur l'énergie va être articulé en 2 temps, en lien aussi avec le référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté que tu as présenté tout à l'heure, Stéphane. Un premier temps sur la problématique et les données de base du sujet de l'énergie et une contextualisation des scénarios énergétiques à envisager dans le secteur du bâtiment. Et un deuxième temps consacré à 3 retours d'expérience de bâtiments tertiaires en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, dont 2 rénovations globales. Comme d'habitude, chaque temps de présentation dure une vingtaine de minutes et suivi d'échanges que nous animerons sur la base de vos réactions et questions posées dans la section chat. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 13 h avec notre intervenant expert Vincent Pierry, avec qui nous avons la joie de conclure ce cycle de webinaires sur le sujet transition énergétique par la méthode Négawatt, le passif biosourcé en neuf et en rénovation. À toi, Vincent. Merci beaucoup. Et donc, encore bonjour à tous. Donc, on va partir pour cette première séquence sur l'état des lieux. On va essayer de contextualiser un petit peu l'état des lieux énergétiques en s'appuyant sur le scénario Négawatt 2022. Donc, l'association Négawatt, dont je fais partie, hein, là, voilà, casquette Négawatt pour commencer, a établi en fait un scénario de transition énergétique nationale depuis le début des années 2000 et a mis régulièrement à jour en fonction des avancements et des évolutions techniques disponibles. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche un peu générale. Donc le scénario négawatt, c'est une approche systémique. Et alors moi aussi, j'ai le problème des vignettes. Est-ce que je vois plus mon écran? Attendez, voilà. Hop, 15 secondes. Voilà. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, donc c'est une approche systémique, c'est-à-dire que on essaie toujours de faire le lien entre un service énergétique et de l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est le problème, c'est les enjeux, c'est les problèmes des ressources, c'est le problème du changement climatique. Et les services énergétiques, ça c'est quelque chose de très concret. C'est pas tant technique que ça. C'est vous avez besoin de lumière, il vous faut un luminaire. Pour avoir un luminaire, il faut le concevoir, il faut le dimensionner. Entre un luminaire et votre usage, il y a des pertes. Ça, c'est un problème technique. Entre un luminaire conçu et de l'énergie, il y a des problèmes de conversion, il y a des problèmes de transport d'énergie, il y a des problèmes de transformation d'énergie primaire en électricité, et il y a des problèmes d'extraction de ressources. Donc l'idée, c'est de dire que le scénario Négawatt, en fait, lui, il va toujours essayer de boucler le besoin, le service énergétique, avec la ressource. Et c'est au travers de ça qu'on va voir que c'est la même méthode qu'on va appliquer dans la performance énergétique des bâtiments en neuf et en rénovation après. Voilà, donc toujours boucler le service à l'énergie primaire et comprendre ce qui se passe entre. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail du scénario parce qu'une présentation complète du scénario, c'est plutôt 1 h 30, mais c'est juste donner un aperçu général
Le scénario négawatt principal, qui est celui de transition énergétique et d'enjeux climatiques, il est aussi cohérent avec un scénario sur les matériaux, qui s'appelle Négawatt, matériaux et matières premières, qui est en fait quelque part un petit peu l'équivalent de l'approche au niveau IC carbone des matériaux de la RE 2020, et aussi un scénario agricole qui est sur l'usage des terres, donc au niveau agricole et sylvicole, la forêt, en sachant que quand on passe de ressources non renouvelables type fossiles, pétrolières, à des ressources renouvelables type bois ou matériaux issus biosourcés issus de l'agriculture, euh, ces matériaux ont beau être renouvelables, ils ne sont pas illimités. Et aujourd'hui, on est sur un vrai enjeu d'arbitrage entre la terre agricole pour nous nourrir, la terre agricole pour les matériaux et en termes agricoles et forestiers pour l'énergie. Et donc, ce n'est pas neutre du tout. On ne peut pas faire un scénario de transition qui ne tient pas compte des ressources en matières premières, type métaux, métaux rares nécessaires à la transition, et utilisation des terres, donc je disais agriculture, forêt. Voilà. Et donc, dans le scénario négawatt, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement énergétique et l'aspect carbone. Donc, le scénario négawatt, c'est une application au périmètre national et qui, comme je vous l'ai montré en introduction, essaie de boucler les besoins énergétiques de la consommation finale avec les sources d'énergie. Et si on regarde, pareil, on va faire que l'effleurer. Mon idée générale, c'est de vous montrer la logique qui est derrière et les enjeux. Si on veut rentrer dans les chiffres, il faut prendre le temps d'aller télécharger le scénario et de le regarder dans le détail. Aujourd'hui, nos ressources énergétiques sont importées de manière absolument écrasante. Ça représente presque 90% de l'énergie. Les sources renouvelables, nous représentons que 11%. Dans les énergies importées, on a 50%, c'est des énergies fossiles. De manière relativement simple, c'est du gaz et du pétrole, avec tous les problèmes géopolitiques qu'on connaît actuellement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et les 38% restants, c'est l'uranium des centrales nucléaires. Et de l'autre côté, dans l'usage énergétique, donc de ces sources, on a une dizaine de pourcents qui a un usage de matériaux. Et là, ça en revient essentiellement essentiellement, dont une partie sont les matières plastiques. On a 20% d'usage qui est industriel, sous forme de chaleur, en grosse partie de chaleur. Et en bleu, là, vous avez les parties d'usage électrique. On a le résidentiel. Donc, le résidentiel, c'est les logements, avec 24% de la consommation d'énergie finale, où on a essentiellement de la chaleur et aussi une petite partie d'électricité. Le tertiaire, donc les bâtiments de bureaux, les ERP, 11%. Et là, donc on se rend compte qu'en termes d'usage d'énergie en consommation finale, quand on prend résidentiel et tertiaire, c'est là où on a tous les bâtiments. Et ça représente 35% de la consommation énergétique. Ensuite, on a les transports, donc transport de personnes et transport de marchandises. Et enfin, l'agriculture, qui finalement ne représente pas énormément, mais qui a des impacts carbone et changement climatique qui ne sont pas négligeables. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu la logique de Négawatt. La logique de Négawatt, c'est d'avoir une approche de l'énergie, comme je vous montre au début, qui va coupler le besoin jusqu'aux ressources. Et donc, l'idée, c'est de partir des usages pour remonter aux ressources. Les usages, c'est pourquoi on a besoin d'énergie. L'idée, c'est de pouvoir agir collectivement et individuellement au niveau de l'usage en priorisant et redimensionnant les services rendus. C'est ce qu'on appelle la sobriété. C'est la première entrée. Alors, la sobriété, quand on parle de redimensionnement, par exemple, c'est de la sobriété dimensionnelle. Vaut mieux avoir une petite voiture de moins d'1 tonne qu'une grosse voiture de 2 tonnes, même si elle est électrique. Vaut mieux habiter dans un appartement que dans une grande maison individuelle si on est juste deux. Voilà, tout ça, c'est de la sobriété dimensionnelle, c'est-à-dire avoir des usages adaptés à nos besoins.
Ensuite, on a l'aspect réduire le ratio ressources-usage, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est beaucoup plus technique. Et ça, l'efficacité, en général, tout le monde comprend bien. C'est avoir des moteurs avec des rendements meilleurs, c'est avoir des bâtiments mieux isolés, c'est avoir des systèmes de fourniture d'énergie plus efficaces, des meilleurs rendements sur les chaudières, par exemple. Donc, la sobriété est quelque chose de beaucoup plus un questionnement sur les usages, et l'efficacité, c'est plus technique. En général, c'est là où on va chercher un peu les techniciens, les ingénieurs, pour améliorer les performances. Et le troisième aspect de la méthode, c'est une fois qu'on a réduit le problème par une approche de sobriété, qu'on est à la juste mesure de ce dont on a besoin, qu'on a été très efficace en utilisant les meilleures techniques disponibles pour réduire le ratio ressources-usage. Enfin, on peut substituer les ressources non renouvelables ou non soutenables par des ressources soutenables. Les ressources soutenables, c'est relativement clair au niveau du bâtiment, par exemple. C'est les énergies renouvelables pour les besoins énergétiques, et c'est les matériaux biosourcés, géosourcés ou de réemploi pour tout ce qui est matériaux, structures, isolants. Alors, la sobriété, pour être encore un petit peu plus clair, c'est aussi un domaine, on dit que c'est individuel, c'est un questionnement par rapport à ses propres besoins. Est-ce que j'ai besoin d'une deuxième ou d'une troisième voiture, par exemple? Mais c'est aussi collectif. Et collectivement, la sobriété se traduit par des régulations sur des usages. Et avec des logiques, on a pu entendre parler des projets de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, de dire que les besoins nécessaires qui sont vitaux, essentiels ou indispensables doivent être l'objet d'obligations ou d'incitations, c'est-à-dire qu'elles doivent être disponibles pour tous, et que, par contre, les besoins ou les usages qu'on peut qualifier d'accessoires futiles, voire extravagants, inacceptables ou nuisibles, doivent faire l'objet à minima de dissuasion, voire d'interdiction. Sur certains usages, il n'y a pas de solution, à part tout simplement de ne plus les faire. Et donc là, on voit bien qu'il y a aussi un volet très politique à la sobriété. La sobriété, c'est une question individuelle, et c'est aussi une question collective au sein de réglementations. Par exemple, dans l'interdiction de location des classes F et G en logement, on est très clairement dans une action de sobriété basée sur l'interdiction d'un usage qui devient déraisonnable. On pourrait aussi interdire des voitures de plus de 2 tonnes, ou prendre l'avion pour des distances où il existe une solution en train de moins de 3 heures ou 4 heures, ce qui était dans la Convention climat et qui a été balayé et vidé de sa substance, par exemple. Pas là pour faire de la polémique politique, mais il n'y a pas de transition sans politique de transition. C'est une histoire d'autruche, ça. Voilà. Donc l'idée après, passer aux renouvelables, en fait, c'est relativement une évidence. C'est assez important de se représenter que les énergies renouvelables, c'est des énergies de flux. C'est-à-dire que c'est des énergies qui coulent. Le soleil, que vous l'utilisiez par une fenêtre dans une conception bioclimatique d'un bâtiment, au travers d'un capteur solaire thermique ou photovoltaïque, il va briller de la même façon, et le rayonnement, il va se faire de la même façon. C'est-à-dire que sur les ressources renouvelables, on n'a pas vraiment de notion de limite, parce que ce sont des flux. Alors que les ressources non renouvelables sont des notions de stock. Le pétrole, c'est un stock fini, le gaz, c'est un stock fini, et on puise dans ce stock avec tous les que ça. Et on va essayer de substituer en fait par des énergies de flux les énergies de stock. Il y a une expérience de pensée qui est quand même toujours importante. Là, on a représenté avec, on va dire, des ordres de grandeur d'échelle, le total des ressources connues en gaz, pétrole, charbon et uranium. Ça, on va dire, c'est un volume de référence. Le petit cube, là, c'est le total de la consommation annuelle énergétique mondiale des humains. Donc ça, c'est ce qu'on consomme chaque année. Et le tout grand carré jaune, c'est l'énergie solaire reçue par la Terre en une année. Alors, pour le dire très simplement, le rapport entre le besoin annuel et la quantité d'énergie qui tombe sur la Terre chaque année, il est de 10 000. Ça donne une idée qu'il y a moyen de faire beaucoup avec les énergies renouvelables, les énergies de flux, et qu'on n'en manque pas, en fait. C'est juste la manière dont on va être capable de les capter
et de les utiliser par rapport à ce dont on a besoin. Voilà. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus, toujours de la logique négawatt, mais dans le bâtiment. Donc, on reprend la logique structurée donc de sobriété, donc plutôt sur les usages, ensuite d'efficacité et de renouvelable. Donc, la sobriété sur les usages, c'est déjà de stabiliser les mètres carrés par habitant et le nombre de personnes par logement. Parce que pour plein de raisons, en fait, les mètres carrés, la taille des logements rapportée en mètres carrés par habitant n'a pas arrêté d'augmenter et le nombre de personnes par logement n'a pas arrêté de diminuer. Alors, effectivement, il y a ce qu'on a appelé la décohabitation. Il se trouve qu'il y a longtemps, il y a plusieurs générations qui habitaient sous le même toit. Et aujourd'hui, il y a une tendance à ce que les ménages soient de plus en plus petits. Mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut tout à fait concevoir des bâtiments où, même si chacun habite chez soi, il y a des parties mutualisées. C'est les coopératives d'habitat, c'est l'habitat intergénérationnel. Enfin, il y a énormément de solutions. C'est aussi dans le cadre du tertiaire, par exemple, les coworking, les hôtels d'entreprise, enfin voilà, toutes les solutions où on va essayer d'optimiser les mètres carrés, c'est-à-dire optimiser l'usage par rapport à la ressource. Évidemment, la réduction de la part de maison individuelle dans le neuf, et on peut même se poser la question grandement de la construction neuve. Alors, en ce moment, il se trouve que, pour plein de raisons, la construction neuve, elle a eu un énorme coup de frein. Alors, ça pose des problèmes au niveau du bâtiment, au niveau de l'emploi et de l'activité, mais ce n'est pas négatif du point de vue énergétique et de la transition. Et ça doit amener à se reposer des questions. Voilà. Et la diminution des surfaces neuves, voilà, je l'avais anticipé, c'était quand on voit la taille du parc bâti, et nous, on travaille depuis presque 10 ans à 50% de rénovation, et j'irais sur les 5 dernières années, on est à au moins 75% de notre activité en rénovation. Ben, on se rend compte qu'en fait, des surfaces, il y en a partout, quoi. Partout, et pas si bien utilisées que ça. Voilà. Donc ensuite, l'efficacité. L'efficacité, c'est bien sûr la rénovation de la totalité du parc et la rénovation globale et performante. Ça va être la deuxième partie de l'intervention. Faut arrêter le bricolage. Il faut vraiment amener les F et G et tout le parc en classe A ou B. Et il n'y a pas vraiment le choix par rapport aux enjeux climatiques et énergétiques. Donc, l'obligation de performance pour le neuf, pour tous les bâtiments. Alors, dans le neuf, la RE 2020, on va dire, même si on va montrer qu'on peut aller plus loin, elle est déjà d'un relativement bon niveau. L'enjeu principal, il est dans la rénovation du parc existant. Voilà. Et bien sûr, privilégier des structures bois et des matériaux à faible énergie grise, c'est déjà une logique d'efficacité et c'est aussi une logique de renouvelable. Et en termes énergétiques, généraliser les systèmes énergie renouvelable en système de chauffage les plus performants, c'est-à-dire donc la biomasse et toute la famille des pompes à chaleur qui permettent de valoriser l'énergie renouvelable. Alors ça va vite, hein, mais c'est vraiment pour vous brosser un tableau général. Donc le scénario négawatt, lui, prévoit donc le déploiement des énergies renouvelables. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui fera le gros des énergies renouvelables, pour ce qui est des énergies renouvelables électriques, c'est l'éolien, clairement, surtout avec un pays comme la France qui a presque 3 orientations maritimes, c'est-à-dire mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. C'est plus toutes les parties dans les terres. On est un pays qui est très favorisé par rapport à l'éolien, au potentiel éolien. Donc, dans le scénario, on a de l'éolien donc en rouge. Ensuite, en électrique, on a le solaire photovoltaïque. Alors lui, avec le très fort renchérissement de l'électricité, on commence à avoir vraiment beaucoup de projets. Et ça est une très bonne chose. Il n'y aura plus qu'à fabriquer les capteurs en France et ce serait parfait. Et ensuite, la biomasse, qui est au niveau de la chaleur essentiellement, qui était déjà et de loin notre première énergie renouvelable. On n'y pense pas si souvent que ça, mais la biomasse, c'est l'énergie renouvelable de l'humanité depuis toujours. Je vous rappelle quand même, la première énergie renouvelable utilisée par l'homme, à peu près 1 million d'années, c'est faire du feu. Voilà. Et ça n'a pas trop changé techniquement, c'est toujours faire du feu, de manière efficace, mais c'est faire du feu. Et donc, on s'appuiera encore beaucoup sur la biomasse à horizon 2050. Et après, la biomasse solide.
Biomasse liquide, ça c'est pour faire plutôt des carburants. Du biogaz, soit du biogaz de méthanisation, soit du biogaz de synthèse qui est fait à partir d'électrolyse et d'éoliennes. Voilà. Donc après, on a bien sûr les autres énergies renouvelables, mais qui ont des potentiels eux-mêmes plus limités. Et bien sûr, l'énergie issue des déchets est amenée à baisser parce qu'un déchet, c'est une ressource qui s'ignore. Donc, à horizon 2050, on devrait normalement plus trop brûler de poubelles. Très bon pour la qualité de l'air. Et deux, ça veut dire qu'on va réutiliser ce qu'il y a dedans et qu'on aura baissé énormément les déchets. Voilà. Dans le scénario négawatt, il n'y a pas de science-fiction. Il y a peu d'énergie marine. Il y a peu d'énergie on va dire, disruptive qu'on ne connaîtrait pas encore aujourd'hui. Enfin, déjà, dès qu'on ne connaîtrait pas, il n'y en a pas. Et en fait, on n'est que sur des technologies qui sont relativement éprouvées, mais simplement qui sont amenées à se déployer de manière très large. 3 minutes sur cette première partie, Vincent. Ah bah c'est parfait. Petit bilan juste sur le résidentiel et le tertiaire. En jaune, on a les actions de sobriété. Alors, moi, personnellement, hein, ça, c'est le point de vue de Négawatt. Moi, personnellement, la sobriété, on peut aller beaucoup plus loin. De toute façon, il y a une réalité, c'est que la sobriété, alors sobriété contrainte, on peut discuter ce que c'est de la sobriété, mais avec l'explosion du prix de l'énergie qu'il y a eu sur le gaz essentiellement, mais aussi sur toutes les autres énergies, on a vu au niveau national des baisses de 1 à 2 degrés sur les températures d'usage. Alors, dans certains cas, c'est vraiment de la sobriété pour faire des économies et passer de 21 à 20 ou à 19,5, ce n'est pas un effort surhumain. Par contre, il y a de la sobriété contrainte qu'on n'appellera pas de la sobriété, qui est en fait de la restriction, qui sont des personnes qui étaient déjà à 18 degrés parce qu'économiquement, ils n'y arrivaient pas, qui sont passées à 15. Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas de la sobriété. Simplement, la sobriété, en fait, on ne sait jamais exactement jusqu'où on peut aller parce que c'est vraiment un problème de rapport aux besoins. Ensuite, l'efficacité, ça, on sait, c'est technique. J'ai exposé les choses. Et derrière, on substitue avec des renouvelables. En sachant que plus on fait de sobriété, plus on fait d'efficacité, bah, plus la quantité de renouvelables à produire sera faible et donc sera facile à produire. Ça veut dire moins d'éoliennes, ça veut dire moins de centrales à biomasse. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision des choses, on a beaucoup plus de liberté. C'est pas c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est plus on fera de sobriété, plus on fera d'efficacité, et plus on le fera vite, moins on aura à aller demander à la nature de renouvelables. Ça, c'est une idée du mix 2050. Alors, c'est une autre représentation des courbes que je vous ai montrées précédemment. En gros, on est sur 95%, 99% de renouvelables. On pourrait quasiment être à 100% de renouvelables. Voilà. Et l'impact sur le gaz à effet de serre, eh ben, c'est presque le symétrique de la sortie des énergies fossiles. Là, on a le CO2 donc, de combustion, les CO2 autres qui sont industriels essentiellement, le ciment par exemple, le méthane qui est issu de l'agriculture. L'agriculture, c'est 2 à 3% de l'énergie, mais c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre dues aux techniques agricoles. Donc ça, je ne rentrerai pas du tout dans les détails, mais il y a beaucoup à jouer ici dans une transition écologique de l'agriculture qui ne prend pas trop le chemin actuellement, mais c'est une réalité. On a les autres gaz à effet de serre, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on est capable, en 2050, de faire disparaître tout le CO2 de combustion. Il restera des gaz à effet de serre liés à l'agriculture, liés à d'autres activités, qui devront être compensés par des puits de carbone. Puits de carbone, entre autres, c'est un peu foutre la paix à la forêt, par exemple. Mais pas que. Alors, j'en arrive maintenant dans du très concret. On est parti du global, c'est-à-dire le changement climatique, la transition énergétique. On en arrive un peu dans notre sujet du jour. Les bâtiments. Alors, pourquoi les bâtiments? C'est 36% de la consommation énergétique, alors qu'un bâtiment ne se déplace pas, contrairement à une voiture. Un bâtiment ne fabrique rien. En fait, un bâtiment, c'est un peu une usine à gaz, c'est-à-dire c'est un truc, on fait rentrer de l'énergie dedans et puis il n'y a plus rien après. Et entre-temps, ça sert à ce qu'il fasse chaud ou froid ou qu'on ait de la lumière et ainsi de suite. Donc, au niveau, on va regarder surtout ce qu'on appelle les déperditions, parce que le chauffage, ça reste le gros du morceau. Bien qu'il y ait le changement climatique, on a quand même encore des hivers dignes de ce nom, et donc on chauffe. Grosso modo, dans une maison ou un bâtiment, c'est à peu près la même idée. On a 25 à 30% de la chaleur qui part par le toit. Alors ça, sur un bâtiment plutôt R+1, évidemment. Si on est sur une grande tour, ce sera beaucoup moins par le toit et beaucoup plus par les murs. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur. On a à peu près
25 à 30% par le toit, 20 à 25% par les murs. On a 10 à 15% par les fenêtres, alors que très souvent, tout le monde a envie de changer ses fenêtres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais les fenêtres, c'est finalement une petite partie du problème. On a ensuite le refroidissement par la dalle sur le sol, qui est faible parce que enfin, plus faible que les murs parce que le sol a une température plus élevée. Et on a les ponts thermiques, alors ça on le verra plus tard, les ponts thermiques qui sur un bâtiment pas isolé, ça représente 5 à 10%, mais sur un bâtiment fortement isolé, les ponts thermiques, ça peut être énorme. Les ponts thermiques, c'est tous les défauts d'isolant dans l'enveloppe. Et enfin, le renouvellement d'air et les fuites d'air, c'est-à-dire l'inétanchéité à l'air, qui sont en moyenne de 20 à 25%, mais qui, pareil, peuvent être beaucoup plus élevés quand le bâtiment n'est pas bien conçu. Alors, comment on résout ça? Alors, c'est assez basique. Il faut tout isoler. Voilà. Scoop, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Il faut absolument isoler toutes les parois, c'est-à-dire les murs, les toits, le sol. Alors, en rénovation, on verra, ça se fait de manière différente. Changer les menuiseries, mettre des menuiseries très performantes. Aujourd'hui, dans les zones climatiques qui nous concernent, le triple vitrage a une réalité économique, thermique et de confort d'été. Donc, ça devrait être la référence et on ne devrait mettre que du double vitrage que par exception. Les protections solaires, alors ça soit absolument impérative parce qu'il n'y a aucune solution de confort d'été sans se protéger complètement du soleil en été. La conception bioclimatique, ça c'est plutôt la compacité du bâtiment, son orientation. Alors plutôt en neuf, mais même en rénovation, on est capable d'aller reprendre des choses. Et bien sûr, l'étanchéité à l'air. Ça, c'est absolument incontournable, en hiver comme en été, pour se protéger des échanges avec l'extérieur qu'on ne souhaite pas. Et bien sûr, la ventilation double flux, incontournable sur la performance énergétique. Une ventilation double flux permet d'économiser 25 kWh par mètre carré rien que sur le poste de ventilation en hiver et permet surtout de se protéger l'été contre la pénétration d'air chaud en journée, tout en assurant la ventilation automatique la nuit. Donc, on est vraiment sur des enjeux de transition et de changement climatique, étanchéité à l'air, ventilation double flux. Alors, je vais vous parler un petit peu du bâtiment passif. Alors, le bâtiment passif, on en parle beaucoup, malheureusement, on ne voit pas tant que ça. C'est finalement pas si compliqué que ça. C'est en fait un bâtiment qui est ce qu'on appelle l'optimum technico-économique. C'est-à-dire, pour faire simple, on peut faire des bâtiments encore plus performants que le bâtiment passif, mais ça coûte tellement cher que ça n'a pas de réalité économique. Par contre, faire des bâtiments moins performants en neuf ou en rénovation qu'un bâtiment passif, eh ben, à terme, en coût global, c'est moins économique. Donc, en bon gestionnaire, l'optimum, le bon niveau de performance, c'est le bâtiment passif. Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment passif? Comme je l'ai montré avant, c'est un bâtiment qui est parfaitement isolé, qui a des U de 0,15 partout. Alors, un U de 0,15, c'est quoi? C'est 25 à 30 cm d'isolant, absolument partout. En sachant que quand on commence à poser de l'isolant, qu'on en mette 10 ou qu'on en mette 20 ou 25, la part de main-d'œuvre est à peu près la même. La seule différence, c'est le prix de l'isolant. Et scoop, l'isolant, même renouvelable, ça ne coûte pas très cher. On a de la ventilation double flux et de l'étanchéité à l'air, bien sûr. Et l'objectif, c'est de réduire le chauffage et le refroidissement à sa plus simple expression, c'est-à-dire moins de 10 watts par mètre carré, en sachant qu'en gros, en RT 2012 ou RE 2020, on arrive souvent à avoir du 50 watts par mètre carré. Donc, on est vraiment sur le chauffage au minimum du minimum. Voilà. Et donc, on a une étanchéité à l'air qui est très poussée. Tout simplement, elle est très très bien conçue, donc elle atteint un niveau très performant. Un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh par mètre carré, on verra tout à l'heure, par rapport à du neuf d'aujourd'hui, c'est à peu près 4 fois moins. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'on fait strictement la même chose en rénovation. C'est-à-dire un bâtiment passif neuf ou un bâtiment passif rénové, c'est quasiment les mêmes niveaux de performance et c'est quasiment le même mode de fonctionnement. Donc nous, aujourd'hui, on fait 4/5e de nos bâtiments passifs, c'est des bâtiments rénovés. Et surtout, le bâtiment passif tient en compte un critère d'été absolu, c'est-à-dire une fréquence de surchauffe au-delà de 25 degrés, pas au-delà de 27, 28 ou 30, c'est bien 25, inférieur à 10% du temps. Et ça, aujourd'hui, ça va devenir crucial. Alors, le diapo là, c'est à regarder à tête reposée. C'est un peu la différence d'approche. Le passif, c'est ce qu'on appelle la physique du bâtiment, c'est-à-dire que on travaille avec la réalité du bâtiment, la réalité des températures, la réalité des usages, et si on change un des paramètres, ça change le résultat.
Les bâtiments BBC, RE ou BPOS, en fait, sont calculés sur ce qu'on appelle une approche réglementaire. Et une approche réglementaire, c'est basé sur de la consommation conventionnelle. Ça veut dire quoi tous ces gros mots? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la main sur les paramètres ni de température, ni d'usage. En fait, il y a énormément de paramètres fondamentaux dans la conception d'un bâtiment qui sont figés. Et c'est normal parce qu'en fait, un calcul réglementaire, c'est comme le PLU pour un architecte. On doit le respecter, on doit être conforme à la réglementation, mais ça ne dit pas du tout comment le bâtiment doit être conçu. Si avec un PLU, vous savez quelle tête a votre bâtiment, c'est qu'il y a un problème avec l'architecte. Voilà. Et ben, si avec un calcul réglementaire, vous avez une idée de comment va fonctionner votre bâtiment, c'est qu'il y a un problème avec le thermicien. Ce n'est pas un outil de conception. C'est voilà, un outil réglementaire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais comme niveau réglementaire. Un bâtiment BPOS peut être très bien. On fait des bâtiments passifs qui sont par ailleurs des bâtiments BPOS, mais ce n'est pas un outil de conception. J'insiste là-dessus. La physique du bâtiment doit présider à la conception des bâtiments. Et pourquoi le bâtiment passif est si performant? Eh ben, c'est qu'en travaillant vraiment sur la réalité du fonctionnement, on a des bâtiments qui atteignent toujours leur performance prévisionnelle, parce qu'elles ont des performances prévisionnelles. En conventionnel, on n'est pas capable de faire du prévisionnel. Et là, ça, c'est un exemple de suivi. Alors, c'est un suivi assez ancien qui avait été fait en Allemagne, mais qui est très intéressant. Ça, c'est des lotissements, on va dire, de maisons à peu près standards, assez anciennes, pas très bien isolées. Ça, c'était un équivalent de logements BBC. Et ça, c'est des opérations de bâtiments passifs. Il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. C'est la moyenne de consommation de chauffage réelle. Évidemment, elle est très basse. Elle est inférieure aux 15 kWh par mètre carré. Mais surtout, la dispersion. Ici, sur cet ensemble-là, on varie de 100 à quasiment 300 kWh par mètre carré sur de la maison classique, on va dire. Sur les BBC, on variait de 50 à 100. On varie encore d'un facteur 1 à 2. Sur les bâtiments passifs, on n'a quasiment pas de variation. Et si on a une variation, en pourcent, c'est beaucoup, mais c'est sur très peu de kilowattheures. Donc, on est vraiment sur des bâtiments qui sont prévisibles économiquement, sont prévisibles en termes de confort et en termes de consommation énergétique. Et j'ai terminé par ce petit graphique-là. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais tout ça, vous pouvez le retrouver assez calmement. Il y a beaucoup de ressources sur Internet et dans le cadre des formations. Ce qu'on appelle l'effet tunnel. En fait, le bâtiment passif, pourquoi on veut être à 15 kWh par mètre carré? Parce que quand on arrive à 15, on est capable de retirer tellement de systèmes de chauffage qu'on fait une économie à l'investissement sur le matériel. Et c'est là où économiquement, on atteint le meilleur coût global. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas faire des bâtiments moins performants que le bâtiment passif, parce que ça veut dire qu'on a raté quelque chose à la conception et on va le payer sur la durée de vie du bâtiment. Voilà. Et un dernier petit schéma qui est vraiment très parlant. Ça, c'est une étude qui a été réalisée. Alors, sur l'axe horizontal, on a le besoin de chauffage en kilowattheure par mètre carré. Sur l'axe vertical, on a ce qu'on appelle le CEP. Alors, je ne l'ai pas vraiment défini, mais c'est la consommation en énergie primaire, tout usage. Donc, c'est-à-dire dans tous les usages autres que le chauffage. En plus, on a l'eau chaude, l'éclairage, la ventilation, la bureautique, enfin, tous les autres usages. On a ici, il se dégage 3 grandes catégories. Là, on a les bâtiments passifs. Clairement, qu'ils soient du logement, du tertiaire, ils sont tous regroupés à peu près au même endroit. C'est le côté prévisible et anticipable du bâtiment passif. Ensuite, on a ici des bâtiments RT 2012 que de logement. Parce qu'au niveau logement, on va dire les ambitions sont quand même pas négligeables sur la performance énergétique. Par contre, là, on retrouve, mais alors à presque 3 fois en termes de consommation énergétique, les tertiaires RT 2012. Les bureaux, les écoles, enfin, tout ce qui est pas du logement. Et entre les deux, en jaune, on a des BPOS, donc des bâtiments dits positifs, mais qui pourtant sont quand même à 2 fois en termes de consommation énergétique globale et 3 à 4 fois en termes de besoin de chauffage au-dessus des bâtiments passifs. Voilà. Donc, pour conclure sur cet aspect-là, je veux vous parler de changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Alors, on continue un petit peu à faire la différence entre le bâtiment passif et les calculs conventionnels. Les calculs conventionnels, vous n'avez pas la main sur la température intérieure, les usages, mais pire que tout, vous n'avez pas la main sur le climat. Et le problème, c'est que le climat qui est utilisé dans le calcul,
il est rarement représentatif de l'endroit où vous allez faire le projet, et surtout quand on travaille en îlot de chaleur. Ça, c'est un exemple qui a été fait sur la construction actuelle du centre sportif universitaire de Strasbourg. Donc, c'est un gros bâtiment sportif avec plein de gymnases à l'intérieur, qui est construit en plein cœur de Strasbourg. Donc, dans l'îlot de chaleur, il y a le grand îlot de chaleur de Paris. Après, l'îlot de chaleur de Strasbourg, c'est un des mieux, quoi. Alors, il y en a ailleurs aussi, hein, bien sûr. Mais il est fort parce qu'en fait, la différence entre le centre et la périphérie est énorme. Voilà. Donc, ici, on a comparé quatre fichiers climatiques et on les a mis en barre et en graphique. En bas, on a le fichier RT 2012. Le fichier RT 2012, il dit que en juillet et août, en moyenne, on est à 20 degrés. Autant dire, bah, l'été, c'est cool à Strasbourg. Voilà. On a au-dessus un fichier Strasbourg. Alors, je ne sais plus c'est lequel, celui-là. Enfin, c'est un autre fichier météo. Déjà, il est plutôt 22 degrés, mais tout va bien. Ensuite, on a été chercher un fichier Petite France. La Petite France, c'est le quartier de Strasbourg le plus proche d'où on va construire, avec une station météo semi-professionnelle. Celle-là, déjà, on a fait des mesures et elle nous montrait qu'on était plutôt à 25-26 degrés de température moyenne. Et clairement, en termes de conception, partir d'un fichier météo à 20 degrés ou à 26 degrés, ce n'est pas du tout le même monde en termes d'usage. Et on a fait un fichier météo qu'on a construit nous-mêmes avec les scénarios du GIEC, sur un des pires scénarios du GIEC, sur le A2 à 2080. Et lui, il nous dit à A2 2080, on est au-delà de 28 de température moyenne. C'est la moyenne jour-nuit. Donc, c'est-à-dire que c'est des journées à 35 et c'est des nuits à 25, ça. Voilà. Et ensuite, on a sorti de ces fichiers météo, on les a fait tourner dans l'outil PHPP de conception passive. Et donc, avec le fichier RT 2012, standard, hein, celui qui est dans la réglementation, il nous donnait une fréquence de surchauffe de 0,5% du temps. Donc ça veut dire bâtiment super confortable, félicitations, tout va bien. Sauf que quand on lui rentrait dedans le climat réel enregistré dans le quartier Petite France en 2018, le bâtiment est passé à 16% de surchauffe. Et 16% de surchauffe, ça veut dire que 3 mois de l'année, vous êtes au-dessus de 25. C'est-à-dire que pour du sport, bah, c'est nul. Donc, à partir de ces fichiers-là, on a optimisé les bâtiments et on en a tenu compte pour maintenir ce taux de surchauffe bien en dessous des 10% du bâtiment passif. Ça, c'était les premières modélisations. Et par exemple, en climat A2 2080, donc en changement climatique massif dans l'îlot de chaleur, on arrive même sur bâtiment optimisé, quasiment 28% de surchauffe. Ce qui nous a amené à devoir envisager des systèmes de rafraîchissement. Et avec les systèmes de rafraîchissement à 12 watts par mètre carré, ce qui est très, très, très peu puissant, hein, je rappelle, de la clim, c'est 50 à 100 watts par mètre carré. 12 watts par mètre carré, c'est du rafraîchissement sur la ventilation. Donc, ce n'est pas un truc extraordinaire, mais ça nous permet de supprimer toute cette surchauffe. Mais on est dans un cas où si on n'a pas de la physique du bâtiment, eh ben, on serait parti à se dire, bon non, le bâtiment, il ne surchauffe pas, il n'y a aucun problème. Et puis, on aurait fait une catastrophe. Et j'en ai fini pour cette partie théorique et très dense. Et je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Partie pas que théorique en plus. Effectivement très riche et très pédagogique, qui a bien posé les bases du sujet autour duquel on se retrouve aujourd'hui. Et tu nous as aussi rappelé l'importance de lier ces enjeux de l'énergie avec ceux des matériaux et des matières premières, ainsi qu'à la transition agricole et alimentaire, donc de prendre en compte les ressources et l'utilisation des terres dans cette transformation écologique, sujets qui font écho aussi au précédent webinaire, notamment sur la sobriété foncière qui avait été animé par Christian Charignon. Et de considérer aussi la sobriété des usages individuels et collectifs qui sont adaptés à nos besoins pour faire le pas vers cette efficacité, vers les renouvelables, la mutualisation de façon pertinente avec l'enjeu central du faire avec l'existant et de la rénovation qu'on va aussi retrouver dans la partie retour d'expérience. Et cette mise en perspective des différentes approches BBC, RT, Finergie, BPOS, qui nous donne aussi des clés de lecture dans un contexte de changement climatique. On a quelques questions, dont 2 questions remarques sur le scénario négawatt et les énergies renouvelables, telles qu'elles sont projetées. Est-ce que dans le graphique que tu as partagé, est-ce que chaleur environnement égale PAC? Et une remarque sur énergie ressources par rapport au bois de chauffage.
quand on fait du feu avec du bois, on brûle du bois, donc on produit du CO2. Est-ce vraiment bon pour la planète de continuer à développer cette source de chauffage? On va peut-être commencer par celle-là. Donc oui, effectivement, sauf que à partir du moment où on est dans un cycle renouvelable, c'est-à-dire qu'on a un accroissement forestier qui est équivalent à ce qui est brûlé, on est sur un équilibre de carbone, et c'est un équilibre des grands cycles et qui est très très ancien celui-là. Donc la biomasse a sa place. Par contre, si on brûle plus que l'accroissement forestier, eh ben, on est déséquilibré et on libère du CO2 de manière nette. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on compare sur les énergies renouvelables ou sur les matériaux renouvelables, les matériaux bio, on se rend compte qu'ils ont beau être infiniment renouvelables, enfin, infiniment, si on les laisse se renouveler, mais en fait, on est très limité. Et la forêt, aujourd'hui, la forêt, elle pourrait fournir tous nos matériaux structurels. Elle pourrait fournir une grande partie de notre énergie. Et en plus, avec la chimie verte, on est presque capable de remplacer la plupart des matériaux et de la chimie à partir de la forêt. Mais s'il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'elle ne fera pas tout ça en même temps. Et pas au niveau des usages qu'on a aujourd'hui. Donc, on est déjà dans une logique de mise sous tension des usages de la forêt. Donc, évidemment, le bois énergie, c'est peut-être l'utilisation la moins intelligente, entre guillemets, après le bois structurel, le bois pour faire des isolants, et puis certainement une certaine forme de chimie verte de haute valeur ajoutée. Mais c'est tout l'enjeu de Négawatt, hein, c'est de poser que entre les besoins et les ressources, il faut sobriété, efficacité pour avoir le juste renouvelable. Je veux dire, on substitue tous nos besoins par toute la forêt. Ouais, ça marche. Ça doit durer 5 ou 6 ans, puis après, il n'y a plus un seul arbre. Voilà. Pas Il y si a j'ai bien un, répondu. ouais. Il y a un des participants qui souligne que, enfin, de faire attention au terme biomasse, que la biomasse n'est pas forcément aussi renouvelable que ça. Les énergies fossiles sont aussi une sorte de biomasse. Ouais, Euh, c'est un débat, c'est de la biomasse oui. très différée. Mm. Voilà. On est renouvelable que quand on sait à quel horizon ça se renouvelle. Voilà. Et qu'on ne crée pas d'impact autre. Par exemple, faire de la forêt avec des taillis à rotation super courte, qui sont des choses qui peuvent abîmer beaucoup le sol, ça peut poser vraiment des problèmes. En fait, il faut vraiment avoir une utilisation raisonnée de tout ce dont on a à disposition et tout excès, de toute façon, posera des problèmes. Une autre question plus technique. As-tu des retours d'expérience de dépassement des problématiques rencontrées pour la bonne mise en œuvre dans des collèges-lycées de bypass nuit? Et quid des cas avec variation de ventilation par pièce pour le respect des concentrations en CO2? Alors, c'est une question super technique hein, qu'on va voir traiter un petit peu dans les exemples après. Il y a deux choses. Par, euh, les variations par salle, type registre à pilotage CO2, registre asservi à pilotage CO2, je déconseille fortement parce que coût d'investissement, mise au point, maintenance, et de toute façon, ils mourront tous les registres un jour. Euh, Vaut mieux être dans une logique beaucoup plus basse technologie, gros réseau de ventilation constante dans toutes les zones pendant les horaires de cours. Euh, et avantage, c'est qu'en faisant ça, on a des sections de gaines qui sont costauds et donc on sait faire de la surventilation nocturne. Vous ne pourrez pas faire de la surventilation nocturne dans des petites gaines. Voilà. Et suivant les besoins du bâtiment, mais alors attention, là, faudrait contextualiser dans un projet. En fait, la surventilation nocturne demanderait des gaines plus grosses que l'hygiénique. Donc, c'est toujours un compromis, la surventilation nocturne. Euh, Ça marche très bien, mais il faut que ça soit vraiment anticipé. Et surtout, pas de registre, parce que oui, et puis il y a un dernier problème, c'est que si on a des registres pour le CO2, il faut les ouvrir la nuit. Alors, ça veut dire qu'il faut lier tous les registres sur un système de commande et commander l'ouverture de tous les registres. Non, très clairement, la double flux, il faut absolument être partout, donc il faut la faire absolument simple. C'est-à-dire une centrale, des jolies gaines le plus gros possible et des bouches.
point à la ligne, une régulation centralisée, et on programme en fonction des horaires et de la température extérieure pour la surventilation. Et ça marche très bien. Deux questions qui nous amènent déjà vers le temps 2. Quelle piste pour amener le tertiaire vers le BBC, compte tenu des volumes, surface, distance des bâtiments? Et pour la rénovation BBC, quel est le temps de retour sur investissement? Et ben, ça dépend, comme beaucoup de choses. On va voir tout à l'heure au travers des exemples. Alors, le tertiaire, il est un peu vulgairement, il est un peu poussé au cul par le décret tertiaire. C'est relativement une bonne chose parce que ça amène les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, à se poser la question de ce qu'il faut faire. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut surtout pas faire le décret tertiaire par étapes, parce que, en gros, en faisant le strict minimum pour passer le premier palier, on va se mettre en très mauvaise position pour passer les paliers d'après. Et donc, ça appelle assez naturellement la rénovation globale. Et ce qu'il faut voir, c'est que le temps de retour sur investissement, c'est un élément, qui considère qu'on connaît le prix de l'énergie sur les 30 prochaines années. Donc ça, moi, je connais beaucoup de choses, mais pas ça. Je sais anticiper un petit peu au niveau du changement climatique, mais pas du tout du prix de l'énergie. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut voir les qualités d'usage que ça amène en plus en termes de qualité d'air, confort d'été, la rénovation globale, et confort d'hiver aussi. Quand c'est le palais des courants d'air et qu'on a froid aux pieds et on surchauffe de la tête, c'est vraiment un problème. Donc il y a aussi ces aspects-là. Attractivité, ça dépend de quel est l'intérêt quelle est la destination du tertiaire. Et en médico-social, alors c'est encore plus important, quoi, parce que ça joue aussi sur le rétablissement des personnes. Donc voilà, la notion de retour sur investissement. Aujourd'hui, la transition énergétique, c'est plutôt une stratégie. Je veux dire, ce qu'on nous dit, c'est que l'inaction ou l'action trop faible coûtera tellement de points de PIB et tellement de milliers de milliards à horizon 2050 que c'est plutôt une inversion de la charge de la preuve, quoi. C'est-à-dire, rénovons au mieux, trouvons les financements pour y arriver, anticipons les choses, et la notion de temps de retour sur investissement, elle peut être tordue dans tellement de sens. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, mais c'est pas. J'ai tendance à dire, avec ou sans subvention, bien sûr, avec subvention, quand on travaille au niveau communal, les dernières écoles qu'on a rénovées au niveau communal, on tournait toujours à plus de 80% de subvention. Forcément, le taux de retour sur investissement, il était ultra court, quoi. Voilà. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Moi, j'insiste vraiment sur aujourd'hui, la transition, c'est une stratégie générale. Il faut la réaliser sur tous les bâtiments utiles. Évidemment, si on a des bâtiments qui ne servent plus à rien, il ne faut surtout pas les rénover, ou il faut faire autre chose avec. Mais c'est pas, on va dire, ça va être entre 5 ans dans des cas extrêmement super favorables et des fois 30 ans sur le papier. Mais c'est pas parce qu'on arrive à 30 ans qu'il ne faut rien faire, quoi. Je te propose bien. qu'on passe du coup, au retour d'expérience. Il y a encore quelques questions dans le chat qu'on n'a pas toutes prises, mais on les intégrera à notre deuxième temps d'échange pour pas prendre trop de retard. Ok, très bien. Et ben c'est parti. Bon, là, vous allez voir, c'est plus cool. Là, on est dans le concret. Alors, ça, c'est nous. Oui, j'en ai pas parlé au début, mais là, comme on va rentrer dans de la maîtrise d'œuvre et des choses concrètes, je parle très rapidement de Terra Energy. Terra Energy, donc créé en 2006, on a un bureau d'études un peu particulier dans le sens où on a choisi un peu comme Negawatt un triptyque, pardon, triptyque c'est 3, un triptyque, que des bâtiments plus performants que la réglementation, donc des bâtiments passifs en neuf et en rénovation, que des matériaux biosourcés en structure, construction bois, quasiment tout notre neuf, on a fait de la construction bois. Maintenant, on fait un peu de construction mixte aussi, pour des raisons technico-économiques, on en reparlera, et que des énergies renouvelables. Donc nous, on a toujours installé que la grande famille des pompes à chaleur et la grande famille de la biomasse. On a dû faire 2 chaudières gaz parce qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui sont roulés par terre, mais c'est vraiment le bout du monde. Voilà. Et ça, en fait, c'était un choix, mais qui nous a permis en fait d'optimiser la manière dont on fait du passif, d'optimiser l'utilisation des biosourcés et d'optimiser les renouvelables. Mais dans la même logique que Negawatt. Nous, on fait du Negawatt au quotidien, quoi. Voilà. Et donc, on est 6 ingénieurs et on travaille
et essentiellement Grand Est, mais aussi pas mal en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc, on va regarder 3 cas de rénovation globale passive certifiée. Donc, je dirais très, très pédagogique de ce que c'est que la rénovation passive en site occupé. Donc, toutes les opérations sont rénovation en site occupé. Donc, un immeuble de bureau, c'est le centre technique de la Poste à Saint-Dié, et un collège 600 à Fraise. Fraise, c'est 600 mètres d'altitude, donc c'est vraiment c'est un collège climat vosgien montagne. Et ensuite, on regardera en Bourgogne-Franche-Comté, justement à Paray-le-Monial, la construction d'un immeuble passif de bureau pour le Cèdre, dans un contexte changement climatique et problématique d'été plus. Alors, le rénovation du collège 600. Alors, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il doit en exister des comme ça en Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire des bétons préfa nervurés. En fait, après qu'on ait rénové celui-là, on en voyait partout, en fait, des comme ça. Donc, c'est un collège 600, 4500 mètres carrés, année de construction 1978, simple vitrage, isolation, 2 cm de polystyrène par l'intérieur. On n'est pas très loin de rien. Voilà. Ça, c'est la version rénovée. Je vais vous montrer entre-temps, il se passe des choses. Voilà, ça c'est la version d'origine. On est sur donc un volume central assez compact, un R+1, un plein pied, un petit préau qui a été rajouté dans les années 80, version vaisseau spatial, et que des toitures terrasses, c'est-à-dire que des fuites. Donc, le maître d'ouvrage était totalement traumatisé par les fuites, et donc de toute façon, il voulait absolument avoir des toitures à pan. Ça nous a bien aidé, parce que pour intégrer une grosse centrale double flux de 15 à 20 000 m3, il nous fallait un gros local technique central, et donc la toiture à pan nous a aidé. Ici, on a intégré donc une centrale double flux, oui, je crois 15 ou 20 000 m3, les prises et rejets d'air de la centrale double flux, et ensuite une distribution verticale, et ensuite des distributions horizontales dans les circulations pour pouvoir traiter l'ensemble du bâtiment. Petite coupe de détail, donc bâtiment passif, c'est pas compliqué, on isole partout et on isole fortement, donc de l'ordre de 30 cm. Donc on a 30 cm dans les murs, je vais vous expliquer comment on a fait avec les bétons matricés, préfa. En toiture, énorme avantage d'avoir mis un 4 pans en bac acier, c'est qu'au lieu de mettre 3 couches de polyuréthane et de remettre une couche de plastique au-dessus, on a pu mettre 40 cm de cellulose. Donc là, le bac, c'est cher, mais la cellulose, c'est pas cher. Et bien sûr, notre centrale double flux. Pose des menuiseries en applique extérieure. Hein, au lieu qu'elles soient à l'intérieur, elles repassent à l'extérieur pour se retrouver alignées avec l'isolant. Ça, c'est un des basiques de la conception de bâtiment passif. Et ensuite, traitement des pieds de fondation et traitement par isolant projeté du vide sanitaire. Changement des menuiseries. Donc, les menuiseries, on va le voir après. Petit zoom. Grosse problématique sur comment on isole quelque chose qui est en double courbure comme ça. Pas 50 solutions. On fait une petite structure en bois massif local. On ferme le caisson avec un pare-pluie laine de roche qui permet aussi de faire la protection feu de la façade. Et ensuite, on injecte tout le volume, c'est ce que vous voyez en violet là, on injecte tout le volume avec de la cellulose. Ça permet de combler tous les vides et d'avoir une paroi avec un UT 0,15 de bâtiment passif. Menuiserie, c'est des menuiseries alu avec store intégré qui permet de faire la protection solaire. Et bien sûr, on a fait du remaniement de façade, c'est-à-dire, vous voyez ici, ces mini fenêtres qu'on avait ici ou ici, et bien les mini fenêtres, tout simplement, on les a condamnées, on a refermé et on a gardé que les grandes fenêtres. Pour un principe thermique et pour un principe économique de rénovation. Donc voilà, ça c'est le fameux, les grands combles insufflés à la cellulose, donc il n'y a pas plus économique. Toute la structure, c'est de la fermette en bois de sapin brut local, donc on est vraiment en circuit court. Et donc là, on voit le bâtiment avant
le bâtiment après. Donc, du bardage bois bakélisé aussi pour des raisons économiques. Et là, sur la partie administrative entrée, quelque chose de plus qualitatif avec des bois massifs locaux en bardage. Et là, on voit donc le système de fenêtres avant avec les grandes fenêtres et les mini-fenêtres qui servaient à rien. Même en éclairage naturel, hein, ça n'apporte rien. Et ici, on a gardé que les grandes fenêtres. Donc vraiment, un remaniement de façade technico-économique et de confort d'été. On était donc sur 120 kWh par mètre carré avant. Alors, ce n'est pas si effrayant que ça, 120 kWh par mètre carré, tout simplement parce que le bâtiment a une compacité. Un grand collège, un collège 600, même pas isolé, ce sera toujours beaucoup plus efficace qu'une maison individuelle. Donc, on était à 120 kWh par mètre carré, 600 kW de puissance. Attention, là, on est des chiffres 2018. Hein. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. 34 000 euros par an, on était sur réseau de chaleur. Et après rénovation, on est à 22 kWh par mètre carré. Donc, il a été certifié Enerfit, donc bâtiment passif rénové, avec une puissance de sous-station de 200 kW. En pratique, nous, on voulait mettre 120, mais ils ont eu trop peur. Voilà. Donc, on est resté à 200. Et un coût énergétique de l'ordre de 8 000 euros par an. On était sur 1,8 million de travaux, compris des amiantages et un ascenseur, ce qui fait un ratio qui, à l'époque, était notre ratio à 400 euros du mètre carré de la rénovation passive, ventilation, toute l'enveloppe et l'isolation. Aujourd'hui, on est plutôt à 500 avec l'augmentation du prix des matériaux, 500, 550. Mais ce n'est pas 1000. Voilà. Après, il y a des rénovations qui sont à 1000, c'est parce qu'on fait autre chose. On fait du fonctionnel, on reprend de l'intérieur, on fait beaucoup de choses et il faut le faire. Mais notre ordre de grandeur, 500, 550 euros sur des bâtiments de cette taille-là. Bien sûr, en maison individuelle, on ne tient jamais ces ratios-là hein, parce qu'il n'y a pas de compacité. Voilà. Alors, on va passer sur un deuxième exemple. Je pourrais revenir après s'il y a des questions. Hein. Mais la logique, je dirais, est toujours la même. Donc là, on est à Saint-Dié, donc on est qu'à 400 mètres d'altitude. Hein. Tout à l'heure, à Fraise, on était à 600. On est sur un bâtiment de 1999, 1750 mètres carrés de bureau en R+1. Alors là, vous avez la photo après rénovation, avec des bardages bois pré-grisés. Je ne crois pas que j'ai une photo avant, mais enfin avant, tu as un gros pavé comme ça, à peu près pareil. Donc on a, je vous disais, un bâtiment de 2 niveaux avec avec eu une extension. C'est essentiellement des grands plateaux de centre d'appel, donc des grands bureaux open space. Avec comme problème principal inétanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries, courant d'air, inconfort en été et grosse consommation énergétique. C'est-à-dire en gros un bâtiment normal, quoi. Donc là, on a les façades pour se donner un peu une idée. Donc, ce qu'il avait d'intéressant, c'est que ces percements de menuiserie étaient assez rationnels. Donc, on est resté sur les mêmes percements de menuiserie. En système énergétique, alors là, par contre, c'était le folklore complet. On avait un système de chauffage, climatisation par CTA simple flux en tout air neuf. Alors ça c'est un truc que moi j'avais du mal à comprendre. Vous prenez l'air de dehors, qu'il soit à -10 ou qu'il soit à 40, vous le passez au travers des CTA en le chauffant à fond ou le refroidissant à fond, et ensuite vous le mettez à l'intérieur pour chauffer ou pour refroidir. Donc ça fait des courants d'air incroyables, et puis ça fait des consommations énergétiques incroyables. Donc en fait, il y avait 4 CTA simple flux, des CTA qui soufflent et des CTA qui extraient. Mais évidemment, aucune double flux. En termes de chauffage, on avait aussi de l'exotisme, c'est-à-dire une chaudière au sol de 215 kW, qui techniquement était plutôt des années 80 que des années 90, et 2 chaudières murales qui avaient été ajoutées en plus parce qu'ils n'avaient pas assez chaud. Donc ils avaient rajouté 2 chaudières murales de 35 ou 50 kW. Et pour agrémenter tout ça, un groupe froid de 133 kW au R, je ne sais plus combien. En tout cas, il était interdit d'utilisation l'année suivante, donc il fallait absolument le remplacer, quoi. En termes d'enveloppe thermique, ici, on a sorti une coupe du bâtiment existant et une coupe projet. Alors, la logique est toujours la même.
isolation, donc on a refait complètement les toitures terrasses, 240 mm là de polyuréthane pour le coup sous étanchéité. En façade, on est à 260 ou 300 mm de fibre de bois. Les menuiseries remplacées, posées en applique extérieur, et le traitement du pied de façade. Alors, sur la moitié du bâtiment, on était sur terre-plein, donc là on est descendu à plus d'1 mètre, mais on ne pouvait pas isoler en dessous, et sur l'autre moitié, il y avait un peu d'isolant déjà. Et même type de menuiserie alu avec un store intégré dans le dernier vitrage, ce qu'on appelle du faux triple vitrage. Donc c'est plus performant que du double, c'est un petit peu moins performant que du triple, mais c'est surtout économiquement la solution élégante pour ne pas avoir à recréer des caissons de BSO qui seraient beaucoup plus compliqués à intégrer dans un bâtiment qui n'a pas du tout été prévu pour. Ça, c'est le bilan PHPP, donc des besoins de chauffage avant et après rénovation. Alors, j'attire votre attention qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Ici, on va de 0 à 200. Et là, on va de 0 à 60. Donc, on sait déjà que le graphique, il devrait être 4 fois plus petit. Mais si je l'avais mis 4 fois plus petit, on n'aurait rien vu. Donc, on part de 100 kWh par mètre carré à peu près de besoin de chauffage. Et on rénove à 18,9. Donc, très en dessous des 25 d'une rénovation passive Enerfit. Les pertes par ventilation et une étanchéité à l'air, par la mise en place d'une ventilation double flux et la réalisation de l'étanchéité à l'air, passent de 56 à 9. Et les menuiseries voient le rapport solaire qui était, les déperditions qui étaient énormes et un apport solaire qui était très faible, à presque un équilibre entre les apports et les pertes. Dans un bâtiment passif, les menuiseries, ça ne sert pas à amener de l'énergie, ça sert à être équilibré entre la déperdition et les apports. Et les apports internes, bien sûr, c'est les personnes qui travaillent dans le bureau. Voilà. Et donc, en résumé un peu en plan, on avait des locaux techniques qui étaient pleins comme un œuf, avec des CTA simple flux à des débits vertigineux, 20 000 m3, complètement fou. L'énorme groupe froid à l'extérieur, et là, le bazar rempli de chaudières gaz. Après rénovation, on a enlevé toutes ces centrales simple flux. On a mis une seule double flux en air hygiénique, c'est-à-dire on devrait être à 3000 ou 3500 m3, parce qu'on ne ventile pas pour balancer de l'air chaud ou de l'air froid, on ventile pour la qualité de l'air. Et ensuite, on a remplacé l'énorme groupe froid. C'est rigolo, c'est qu'on a repris les mêmes supports, et là on a mis un petit groupe réversible de 50 kW ou 60 kW, essentiellement dimensionné par rapport au chaud. Voilà, alors ça c'est une petite plaquette qui a été faite par la Poste pour montrer quelques éléments du chantier. Donc on est toujours avec une utilisation maximum de matériaux biosourcés locaux, donc du bois massif pour faire les structures d'isolation, de la fibre de bois en isolant et des bardages bois pré-grisés fabriqués localement. 80% de baisse des coûts énergétiques sur une réno globale à 500 € du mètre carré, toujours à peu près dans les mêmes ordres de grandeur qu'on avait. Donc toujours en site occupé, j'insiste, c'est-à-dire que tout ça c'est fait avec les gens à l'intérieur, tout comme le collège, 100% en site occupé. Voilà. Alors en plus, on était content. On a été primé au concours Cube 2023. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un concours qui est sur les tertiaires, plutôt de bureaux, où on implique les utilisateurs aussi dans les économies. Et donc on a été classé premier du deuxième du concours 2023. Voilà, alors fini les rénovations. Alors maintenant, c'est rigolo parce que l'idée des rénovations, c'est on prend un bâtiment moche et pas performant et on essaie d'en faire un bâtiment passif et joli. Et là, on fait du neuf, enfin joli, moderne. Là, on va faire du neuf, mais qui ressemble à l'ancien. Voilà. Donc, on est à Paray-le-Monial, donc on est avec le cèdre. Oui, il est joli, quand ne me prennent pas, il est très joli. Le cèdre, donc, c'est une entreprise qui fournit fourniture de bureaux, matériel de bureau, plutôt pour les écoles privées, quoi. Voilà. Et donc, ils sont installés à Paray-le-Monial. Ils sont actuellement, je vous montrerai après, installés dans un ensemble complètement hétéroclite de vieux bâtiments, d'extension et ainsi de suite, parce qu'ils ont beaucoup grossi.
Et là, pour leur dernière grosse extension, qui en gros va fermer la parcelle, ils sont partis sur un projet très performant et très ambitieux, donc, qui a été mené avec Julie Ergotte, architecte de l'atelier Ergotte et Ferrabosque, nous en tant que bureau d'études, et où ont été impliqués Wallup, qui fabrique des murs préfabriqués en béton de chanvre, et Boisif, qui est le charpentier. Donc, alors, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On est sur un bâtiment passif, moins de 15 kWh par mètre carré, je vais vous le montrer. On est sur un bâtiment qui était à l'époque E3C2 parce qu'on était en comment? On avait fait un calcul plus C-. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc sur un bâtiment compact, d'une volumétrie presque ancienne, en termes de R+2. On est dans un endroit ABF++, hein, bien sûr. À Paray-le-Monial, on est en covisibilité avec la cathédrale. Et donc, voilà, il fallait absolument que ça ressemble à de l'ancien. Donc, on est sur des volumes simples qui évoquent l'ancien, comme ces doubles toitures, distribuant sur un couloir central, avec des bureaux de chaque côté, et une structure en pierre massive naturelle, plancher bois, chef de compression, non, pardon, plancher collaborant, et mur béton de chanvre préfabriqué, isolation des combles en bottes de paille. Voilà, pas tout ça écrit là. Voilà. Le système Wallup, très intéressant, très adapté à notre projet. C'est une ossature bois qui est préfabriquée et sur laquelle on vient couler à l'horizontale un béton de chanvre très allégé qui nous permet d'avoir des murs de 300 mm, dont 275 d'isolant béton de chanvre. Voilà, vous voyez les photos de la fabrication. La reconstitution de fenêtres avec des pleins cintres à l'ancienne, même si le plein cintre est fait en bois. Ça, c'est des caissons de toiture. Préfabrication des caissons de toiture avec les bottes de paille chez le charpentier. Voilà, en cours de construction. Donc, on voit les murs en béton de chanvre ici, avec la chaux qui a déjà bien blanchi. Il y a un enduit général qui va être réalisé dessus. La charpente en bois massif, charpente traditionnelle complète visible, et sur lequel vont arriver les caissons de toiture. Alors, une approche donc en cradle to cradle avec une carte de localisation des matériaux. Le plus gros volume des matériaux vient vraiment de moins de 100 km. Alors, sauf les murs Wallup qui, eux, ont un peu bougé, mais tout simplement parce que des centres de préfabrication en béton de chanvre, il n'y en a encore pas beaucoup. Voilà. Quelques ambiances intérieures entre les pierres massives utilisées, les dallages, les plafonds en lame de bois, les structures intérieures où il n'y a pas de doublage, en fait. Là, c'est le fermacelle intérieur qui est directement utilisé comme finition avec une peinture à la chaux dessus. Hop. Voilà, en cours de construction, donc on voit ce couloir central magnifique avec la distribution en pierre massive, les planchers collaborants en bois massif au-dessus. Voilà, une partie, là, il y a la moitié qui a déjà été enduite, c'est à peu près l'état actuel, hein. L'autre moitié va être enduite dans peu de temps. Donc vraiment avec un aspect de bâtiment ancien, où on serait bien incapable de dire de quelle époque exactement il est. Et en système énergétique, je vais revenir dessus un petit peu après, on est donc une centrale double flux à rotor qui assure le renouvellement d'air, la surventilation nocturne et en plus du rafraîchissement. Il y a une mini pompe à chaleur intégrée pour pouvoir anticiper le changement climatique. On a une vingtaine de kilowatts crête de photovoltaïque en autoconsommation qui assure presque 100% des besoins en journée du bâtiment lui-même. Et quand on produit plus, ça va sur les autres bâtiments. Et enfin, une chaudière à granulés, mais qui est partagée à l'échelle du site. En sachant qu'un bâtiment comme ça, qui fait 1200 en mètres carrés, on a à peine plus de 20 kW de besoin de puissance, compris les relances. Ça, c'est une chaudière de 120 kW, mais qui alimente tout le reste des bâtiments. Voilà. Et donc là, c'est le petit
On vient de reculer un petit peu, de dézoomer. Ici, vous avez le bâtiment neuf R+2 passif qui est construit. Et à l'occasion de la construction de ce bâtiment, au lieu de lui mettre sa mini chaufferie, on en profite. On installe une chaufferie ici dans une dent creuse entre deux bâtiments. Il faut juste imaginer que des bâtiments, il y en a un peu partout. Là, c'est vraiment assez incroyable comme site. Et on tire 4 départs pour aller remplacer chacune des chaudières gaz. Il y en avait une ici, il y en avait une ici, il y en avait une ici, plus le 4e départ pour notre nouveau bâtiment. Et c'est comme ça que, à l'occasion du nouveau bâtiment, on fait la transition énergétique de l'ensemble du site. Voilà. Donc, la mini chaufferie, elle est vraiment mini. La petite chaudière 120 kg. Et là, on a un petit schéma hydraulique rapidement pour indiquer que on part vers donc, le nouveau bâtiment. Le bâtiment DDT, c'était le bâtiment existant là. Et 2 mini sous-stations où, dans un premier temps, on a gardé les chaudières gaz par sécurité, qui sont les deux gros bâtiments, celui qui est au-dessus et celui qui est ici. Voilà. Et donc, le CEDRE, c'est un bâtiment passif adapté au changement climatique. On utilise des fichiers météo actualisés, donc, qui représentent vraiment le climat de maintenant, et on est capable d'anticiper aussi sur le futur en utilisant les climats, comme je vous l'ai montré précédemment, des fichiers météo modifiés qui anticipent le changement climatique. Et donc là, on a fait un comparatif entre la solution de notre mur en béton de chanvre, qui donne un R de 4, qui sur le papier ne semble pas un truc incroyable, et on a fait une comparaison avec un mur de un R de 7,5. Donc là, ici, c'est le R de 4, là, c'est le 7,5. Avec le R de 4, on a un besoin de chauffage de 7,4 kWh par mètre carré. On est déjà presque 2 fois meilleur que les 15 du bâtiment passif. Mais surtout, on a un taux de surchauffe de 6%. Parce qu'en fait, ça peut paraître paradoxal, mais avec un R de 4, pendant la nuit, le mur a une capacité de refroidissement. Alors que si on monte le R du mur à 7,5, eh ben, effectivement, on descend à 4,2 en besoin de chauffage, mais enfin, quand vous êtes déjà à 7, descendre à 4,2, c'est pas si intéressant que ça. Sachant que, ici, on voit apparaître quelque chose qu'on n'aime pas du tout, c'est ce qu'on appelle les gains de chaleur non utiles. Les gains de chaleur non utiles, ça s'appelle de la surchauffe en période de chauffe. C'est-à-dire qu'à des moments, le bâtiment, il va dériver au-delà de 20 degrés, et en fait, on ne sait pas valoriser cette énergie-là. Alors que là, on n'en avait quasiment pas. Et dans ce cas-là, le taux de surchauffe, bah, lui, il augmente aussi fortement. Voilà. Et ces 2 ou 3 points de surchauffe, on les aura sur toute la vie du bâtiment. Donc, là, ça valide la stratégie très adaptée au changement climatique d'avoir un mur qui a peut-être qu'un R de 4, mais qui est en chaud-chambre avec des capacités hygrothermiques tout à fait intéressantes, un bilan carbone très favorable et une adaptation à l'architecture globale. Voilà, et pour attirer votre attention, ça c'est une des études les plus récentes de Météo France sur la dérive du climat à l'horizon 2050. Quand on dit changement climatique plus 2 degrés, plus 3 degrés, c'est en moyenne. Et tout ce qui ne se ressemble pas se ressemble en moyenne. En fait, quand on parle de dérive à plus 2 ou plus 3 degrés, dans la réalité, c'est relativement peu d'évolution sur les côtes, un petit peu plus dans les plaines, mais alors dans les montagnes et dans le quart nord-est qui descend quand même pas mal en Bourgogne-Franche-Comté, eh ben, c'est là où il y a les plus gros impacts. C'est-à-dire le plus de journées anormalement chaudes et le plus de nuits anormalement chaudes. Et de toute façon, dans le changement climatique, ce qui sera le pire, ce qui aura de l'impact sur les gens, c'est les nuits anormalement chaudes. Là où les bâtiments n'ont plus de capacité à se refroidir, vous ouvrez les fenêtres, il fait 25 degrés. Donc, de toute façon, ça ne se refroidira pas. Et c'est là où on a besoin d'aller chercher des systèmes de rafraîchissement les plus efficaces et les plus légers possibles, mais on sera obligé d'aller en chercher. Voilà, je crois que j'ai tenu le temps. Ah, ben, merci Vincent pour la présentation de ces démarches passives et biosourcées et engagées dans le tertiaire, appliquées sur de rénovations, dont une facteur 5 en site occupé et une opération en neuf, dont on aurait pu croire, comme tu le disais, qu'elle soit une réno d'ailleurs. Un plaidoyer pour des bâtiments sobres, low-tech, confortables et accessibles financièrement, en neuf et en réno, et adaptés au changement climatique. Alors, on a eu pas mal de questions, notamment des questions techniques sur la ventilation. Déjà une question sur la ventilation naturelle.
Selon toi, quelles seraient les limites de la ventilation naturelle, tant pour le rafraîchissement que pour l'hygiène? En effet, bien qu'elle semble être une stratégie bioclimatique, elle paraît antinomique avec les principes du Passive House. Alors, la réponse est oui, c'est antinomique. Alors, attention, un bâtiment passif, ça a 3 périodes dans l'année, hein. Ça a la période de chauffe, c'est pas très long. C'est pas très long, surtout en plus en sud de Bourgogne-Franche-Comté, c'est encore moins long qu'en haut des montagnes vosgiennes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a besoin de la double flux, on a besoin de l'étanchéité à l'air et on a besoin d'ouvrir les fenêtres pas trop souvent. Voilà. Pour la performance énergétique. Ensuite, on a la période d'été quand il fait très chaud. En gros, quand il fait beaucoup plus chaud dehors que dedans, où là, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir les fenêtres fermées et d'utiliser la double flux dans l'autre sens. On n'a pas besoin de retourner l'échangeur, hein, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on récupère la fraîcheur par la roue ou par l'échangeur, et donc on se protège contre la montée en température. Là, c'est tout le cœur du bâtiment passif, son étanchéité, sa protection. Mais il y a une énorme période entre la fin de la saison de chauffe et le début de la canicule, et réciproquement de l'autre côté, après la saison de canicule, où on peut ouvrir les fenêtres absolument comme on veut, et la ventilation est une forme de ventilation naturelle. Voilà. C'est pour dire, dans un bâtiment passif classique, on a ce fonctionnement-là qui est très intuitif. Et en général, les gens ont très très vite compris, quand il fait très froid dehors, bah, vu qu'on a une ventilation mécanique qui marche très très bien, qui est pas bruyante, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres tout le temps. Et en été, pour les mêmes raisons. Mais la nuit, on peut les laisser ouvertes et ça marche très bien. Ensuite, la vraie ventilation naturelle, en fait, elle n'existe pas. C'est les seules ventilations qui assurent de l'hygiénique et qui ne sont pas délirantes au niveau énergétique sont ce qu'on appelle des ventilations naturelles. Mais alors attention, qui sont assistées au moment où il n'y a pas de vent et pas de tirage et contrôlées pour limiter le vent et le tirage quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de tirage. Et en fait, quand on regarde comment ça marche une VNAC, une ventilation naturelle assistée contrôlée, eh ben, quand c'est une seule grande pièce, c'est très gérable. Mais alors quand c'est plein de salles de classe, et en plus, quand on commence à les mettre sur plusieurs niveaux, ça commence à être une usine à gaz d'un tel niveau où on est soulagé par l'idée de la double flux. Bon, voilà, c'est notre vision des choses. Ça ne veut pas dire que la ventilation naturelle, ça ne peut pas fonctionner, ça peut très bien fonctionner, ça peut être très adapté à des cas particuliers, ça marche très très bien en bord de mer, par exemple, dans les climats très tempérés. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des projets qu'on a vus là, si on les avait transférés, par exemple, à Nantes, on aurait eu des besoins de chauffage de zéro. Donc la question, elle est, est-ce qu'on aurait mis de la VNAC, usine à gaz un peu compliquée, pour dire c'est de la ventilation naturelle, ou on aurait pris le parti de dire on laisse la double flux, mais on n'installe pas de chauffage? Pour moi, la question, elle est vite résolue, comme il aurait dit l'autre, hein. Nous, on n'installait pas le chauffage. Une question aussi en termes d'entretien, que dire de la maintenance des ventilations double flux qui peuvent être complexes dans les petites communes qui ont peu de moyens et de personnel pour l'assurer? Oui. Alors, la maintenance de la double flux, elle est simplissime si elle a été bien conçue. C'est-à-dire, c'est que des gaines en acier galva lisse, hein, c'est pas des accordéons PVC abominables. Toute la distribution se fait en volume chaud, donc il n'y a pas de problème de condensation, de moisissure, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, à quoi se résume l'entretien? C'est le changement des filtres, alors on va dire 1 à 3 fois par an, suivant le taux d'empoussièrement et l'usage. Voilà. Donc c'est pas lourd. Et une question sur les biosourcés. Existe-t-il, à ta connaissance, des solutions biosourcées en isolation en toiture terrasse? Donc, Alors, ouais. ouais. Dans les DTU, l'assurabilité, non. Techniquement, des laines de bois haute densité, avec une bonne approche de simulation hygrométrique, ça pourrait fonctionner. Euh, Ça se fait couramment chez nos cousins germaniques. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation française, très 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 compliqué. En physique du bâtiment, rien ne l'empêche. Voilà. Une question sur, enfin 2 questions sur les mesures de CO2.
Sur les capteurs CO2, si on raisonne dans le coût global, ne serait-il pas plus judicieux de mettre des registres, quitte à les remplacer s'il y a de l'usure, plutôt que de payer une consommation évitable grâce au registre CO2? Et dans les exemples que tu as donnés, quelles sont les mesures de taux CO2 qui ont été constatées? Alors, il y a deux aspects. Attention, le registre CO2, c'est une vue de l'esprit. Je m'explique. Pour qu'un registre soit capable de doser, là, c'est ultra technique, hein. Ceux qui ne sont pas dans les fluides, pas obligés d'écouter. Les registres CO2, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut qu'ils aient de l'autorité. Pour qu'ils aient de l'autorité, il faut qu'ils créent une grosse perte de pression. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont fermer pour doser, ils vont créer une grosse perte de charge. Et pour pouvoir avoir de l'autorité, on doit être obligé de restreindre en partie la section. En fait, ça fait travailler les centrales de ventilation à des pressions nettement plus élevées. Donc, est-ce qu'en consommation électrique, on consomme beaucoup moins avec des registres à moitié étranglés partout qu'avec des sections parfaitement lisses, parfaitement dessinées, et ainsi de suite, à débit nominal tout le temps? La réponse est, c'est pas loin de se compenser. Sauf qu'on n'a pas toutes les emmerdes des registres. Et moi, j'ai jamais vu. On en a fait avec des registres. On en a fait une fois. Il y a toujours un problème sur un registre quelque part. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des doubles registres, hein. On a un registre sur l'air neuf et un registre sur l'air repris. Sauf que les pertes de charge air neuf et air repris, ce n'est pas les mêmes. Donc, pour avoir tout le temps le même débit, c'est un calculateur qui est entre les deux. Là, on est sur des trucs. Ouf, on n'a pas besoin d'aller sur la Lune, hein. Nous, on veut rester sur Terre et que ça marche bien. Et sinon, l'autre question, c'était. Les mesures CO2 sur Ah oui, les les mesures CO2. exemples. En fait, l'avantage de travailler avec des débits constants, qu'on va démarrer un petit peu avant que les élèves arrivent, je donne l'exemple des écoles, et qu'on va arrêter un peu après, et ben, c'est qu'en CO2, on est super bon parce qu'on est dimensionné à du 20 mètres cubeurs par élève. Les taux de CO2, ils restent très bons. Alors, on a eu de la mesure sur plusieurs collèges, ça c'est sûr. Et on a eu de la mesure très poussée sur le CETAC, parce qu'il était suivi par le CSTB dans un programme de recherche sur la rénovation des bâtiments, justement, pour voir la qualité d'air. Et donc, on a eu un retour donnant que la qualité d'air était excellente tout le temps. Enfin, y a pas de secret, hein, quand on ventile, ça se passe bien. Mais il ne faut pas ventiler n'importe comment, c'est tout. Et Peut-être juste sur l'entretien, il y a un rebondissement sur le fait qu'effectivement ça reste, potentiellement complexe pour les toutes petites communes, mais il me semble que enfin dans le cadre de vos projets justement, vous mettez en place l'outil aussi pour faire ce suivi, tu parlais des changements de filtres avant, et qu'il y a une pédagogie qui est déployée aussi par l'équipe de maîtrise d'œuvre vers, la maîtrise d'ouvrage pour que ça puisse s'insérer vraiment dans les habitudes et voilà, que ce soit pas perçu comme quelque chose d'inatteignable, par la maîtrise d'ouvrage. Ben, en fait, une double flux, c'est pas deux fois une simple flux. Une simple flux, c'est un truc qui est mis un peu n'importe comment. On met le moteur il tire tout ce qu'il peut pour arriver à ses débits. Ça fait du bruit, tout le monde trouve ça normal. Si on fait la même chose en double flux, on se fait jeter, quoi. Donc, la double flux, c'est une toute autre manière de concevoir les installations et ça devient un peu l'organe technique principal du bâtiment. Donc, et comme les gaines, c'est super encombrant, en neuf comme en réno, c'est un travail avec l'architecte, hein. On ne fait pas de la double flux contre l'architecte. C'est impossible, hein, parce qu'il faut tout intégrer. Voilà. Et une fois que c'est intégré, c'est un peu comme l'architecture. Ça dure la vie du bâtiment, quoi. Il n'y a pas plus d'entretien que ça. On a des filtres sur les centrales. Donc, en fait, on n'empoussière pas les réseaux, ou peu. Et après, ils sont conçus de manière à ce qu'on puisse aller les visiter. Mais on a regardé des réseaux au bout d'une dizaine d'années. Ça ressemble pas à des réseaux de simple flux où il faut pousser les champignons et les poussières, quoi. Voilà. peut-être une dernière remarque sur les questions techniques avant de passer à la conclusion. Dans les exemples que tu donnes, tu n'utilises pas de pompe à chaleur ou de puits canadien comme source de froid ou de chaud. Voilà. Y a-t-il une Alors, raison? ils n'ont pas été très attentifs, mais j'ai peut-être été beaucoup trop vite, hein. Sur le CETAC, on a une pompe réversible. C'est un groupe réversible chaud-froid qui est posé sur le toit. Sur le collège, on était sur un réseau de chaleur bois. Donc, on a juste divisé par 4 la taille de l'échangeur, mais on est resté sur le réseau de chaleur bois.
Et j'allais dire, à 600 mètres d'altitude dans les Vosges, une fois qu'on a mis les protections solaires et l'isolant, on n'a pas trop de problèmes de surchauffe encore. Et pour ce qui est du cèdre, pour le chaud, on est sur des radiateurs de réemploi. Je n'ai pas tout détaillé, parce qu'il y a plein de réemploi à l'intérieur Donc, on est sur des radiateurs fonds de réemploi qui sont branchés sur la petite chaudière granulée qu'on a mis pour tout le site. Et en rafraîchissement, on a une pompe à chaleur intégrée à la centrale de ventilation qui apporte une dizaine de kilowatts maximum de puissance froid pour l'ensemble pour l'ensemble du bâtiment. Voilà. Mais par ailleurs, on a plein de projets avec des pompes à chaleur réversibles. Là, le centre sportif universitaire de Strasbourg, il a 4 pompes à chaleur réversibles de 40 kW qui font chauffage, eau chaude, sanitaire, rafraîchissement, et puis qui peuvent permuter de l'une ou de l'autre avec des redondances dans tous les sens, quoi. Très bien, merci à vous toutes et tous pour votre participation active et à ce 5e et dernier webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives. Merci beaucoup Vincent d'avoir animé ce webinaire très riche avec la conviction qu'on te connaît et qui donne envie de reconsidérer l'énergie dans le bâtiment et d'aller vers des scénarios alternatifs alliant robustesse, ingéniosité et simplicité des systèmes pour s'assurer de la pérennité, du bon dimensionnement et du bon usage. La sobriété encourage à optimiser l'usage par rapport à la ressource. Comme tu le rappelais, elle est éminemment politique car se pose au niveau individuel et collectif. Et ainsi, comme tu le soulignais, il n'y a pas de transition sans politique de transition. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ouais, j'espère Et qu'on vous aura donné envie de faire des réalisations performantes pour tous vos bâtiments, parce que là, je pense que la preuve a été apportée par Vincent, que c'est possible, c'est faisable. C'est ni un casse-tête en conception, ni un gouffre en coût d'exploitation. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est allez-y. Et pour le mot de la fin, donc c'est vrai, effectivement sur cette feuille de route enthousiasmante, concrète et réaliste, qui allie sobriété, efficacité et alternative à l'offre, que s'achève notre cycle de webinaire, proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté et co-conçu, animé avec la SCOP Les Deux Rives. Ces 5 webinaires auront permis d'explorer les 5 grandes thématiques qui jalonnent le dispositif d'éco-conditionnalité mis en place par la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils seront mis en ligne sur le site de la région Bourgogne-Franche-Comté, puis sur celui de la SCOP Les Deux Rives fin décembre. Donc ce sera une jolie façon de terminer l'année ensemble. Et encore un grand merci aux plus de 500 personnes qui ont participé à ces 5 rendez-vous hebdomadaires, et longue vie au replay à venir, à réécouter, à partager et à s'en imprégner sans modération. À bientôt. Merci à toutes et à tous.